Je suis ce qu'on appelle une shonen girl. J'ai grandi avec une génération d'animés à destination d'un public masculin, adolescent. Les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, ou encore Nicky Larson, pour ne citer que. J'ai été forgée à une culture japonaise typée shonen. Mais comme toutes les filles de mon âge, et mine de rien aussi beaucoup de garçons, je commence à regarder également des œuvres shoujo. Candy, que j'adore, ou encore Jeanne et Serge. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que Princesse Sarah, que j'aurais naïvement mis sous la cible éditoriale du shoujo, est en fait tirée d'un roman. Et qui dit qu'il n'y a pas eu de prépublication dans un magazine japonais de prépublication manga, dit qu'il n'y a pas de cible éditoriale associée à ce magazine. Et on reparlera de la question de la cible éditoriale. Je sais que vous attendez cette grosse vidéo à ce sujet parce que c'est un sujet très vaste, très intéressant et qui mérite pas mal de recherches. Bref, je fais mon petit chemin dans ce vaste milieu de l'animation dans un premier temps, puisque j'ai découvert les mangas un peu plus tard. Et en grandissant, on arrive à cette période de l'adolescence, qui est un peu une période où toutes les émotions sont décuplées, on fait de nouvelles expériences et on a également nos premières amourettes. Et à ce moment-là, c'est Killary qui entre dans ma vie. Lorsque je t'ai vu pour la première fois, j'ai senti mon cœur s'envoler. Ah, ce générique, je crois que je le connais toujours par cœur aujourd'hui. Alors au début, j'ai vraiment aucun problème avec cet animé que j'adore. Je regarde presque quasiment tous les épisodes en fait, sortis à l'époque. Je suis assidûment Killary. Mais il y a un problème qui se pose. Du haut de mes 13, 14 ans, peut-être un petit peu plus jeune, la vie n'est pas aussi stylée que dans Killary. Tout simplement, les relations ne sont pas aussi mignonnes que dans Killary. Tout n'est pas aussi joli, aussi beau, aussi esthétique et aussi vachement cool que dans Killary. Donc arrive un moment où je finis par bouder la série parce que j'arrive pas à m'identifier dedans. En fait, je vois une jeune fille qui arrive à se faire un chemin dans un milieu qui est quand même assez compliqué, le milieu de la danse, du chant, et il y a ces deux garçons qui rôdent autour d'elle. On sait très bien qu'il y a une sorte de triangle amoureux où elle ne sait pas qui choisir entre ces deux beaux gosses qui lui tournent autour. Et il y a vraiment ce truc de cliché du mec un peu brosson à la Dark Sasuke, et le mec beaucoup plus gentil, attentionné, mignon, très doux, etc. Tu vois. Ça c'est un truc, ça n'existe pas dans la vraie vie. Les gens ne sont pas ou un Seiji ou un Hiroto. Tu vois, ça ne fonctionne pas comme ça. Sauf que moi, du haut de mes 12-13 ans, je suis un peu limitée là-dedans, hein, on va pas se mentir. Donc je regarde Killary et ça me saoule. Je me dis mais merde, ça n'a rien de réaliste, c'est trop chiant, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, les garçons ne sont pas comme ça, c'est pas normal. Voilà. Pourtant, vous me direz, ça m'embête pas de voir Goku dans Dragon Ball ressusciter 45 milliards de fois. Hein. Voilà, le réalisme est à double tranchant chez Inès. Non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis Killary retrace quelque chose d'assez terre-à-terre par rapport aux autres shonen que je regarde, notamment, je sais pas, les Chevaliers du Zodiaque où ils sont en armure, ils sont en Grèce, dans un sanctuaire, il y a un délire de divinité, etc. Je peux facilement imaginer que ça n'existe pas et que, bah, c'est pas réel, tout simplement. Alors que Killary montre le milieu du showbiz, montre des relations amicales, amoureuses, on a vraiment ce truc de beaucoup plus terre à terre. Et en fait, un peu naïvement, tout ce que je me dis, sincèrement, c'est juste que c'est peut-être un peu plus proche de la réalité. Sauf que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Évidemment, Killary est un shoujo à destination d'un public féminin, et donc tout de suite, je mets tous les shoujo dans le même panier, je mets toute cette cible éditoriale dans une petite boîte, que j'enfouis au plus profond de mon esprit et même que je jette. Voilà, je m'en sépare, elle va très très loin cette petite boîte, je veux plus en entendre parler. Aujourd'hui, je le vois un peu différemment. Je pense que le fait que ça soit un animé pour filles à l'époque, déjà que les animés étaient pas hype là où j'étais, il y avait ce truc de c'est pour les filles donc c'est encore moins bien, c'est encore plus kitsch, c'est encore moins bien vu, tu vois. Et donc j'avais un peu honte en fait de regarder des dessins animés pour filles. Ce qui n'a aucun sens. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de cette histoire aujourd'hui ? Déjà, je pense que vous la connaissez déjà si vous me suivez sur la chaîne depuis longtemps. Mais surtout, il y a que les idiots qui changent pas d'avis, les gars. Tout simplement.
Et à l'occasion de la semaine du shoujo, j'ai été contactée par le club shoujo qui l'organise pour vous parler de mon rapport au shoujo et notamment de ce que j'aime le plus dans cette cible éditoriale. Et pour moi, j'ai tout de suite pensé à vous faire une petite update, un petit bilan de mon évolution, de mon lien, mon rapport avec cette cible éditoriale. Il y a un an, je vous avais fait une vidéo en vous disant que vraiment c'était pas mon truc, que j'arrivais pas. Les codes du shoujo n'étaient pas faits pour moi, ou en tout cas, je n'arrivais pas à y être sensible, tout simplement. Et depuis, un peu plus d'un an s'est écoulé, et j'ai découvert pas mal d'œuvres, dont on va parler aujourd'hui, qui ont radicalement changé ma perception, alors pas du genre, mais de ce type d'œuvre. La courtisane d'Edo. C'est le premier titre que je redécouvre, notamment suite à vos recommandations. C'est-à-dire qu'après la vidéo, je vous ai dit, écoutez les gars, il faut me proposer un truc qui soit plus ou moins en accord avec mes goûts. Dans un premier temps, parce que il me fallait aller vers une œuvre pour laquelle j'ai un peu que je sois un petit peu familière avec elle. C'est-à-dire que je pouvais pas tout de suite plonger dans quelque chose de très shoujo, très marqué, etc. Il fallait que j'ai un petit confort dans cette œuvre. Et vous le savez, puisque c'est pour ça que vous me l'avez proposé, je suis une grande fan de culture japonaise et surtout de l'époque Edo. Je trouve que c'est une période qui est extrêmement intéressante et dans les mangas que je lis plus classiquement, seinen, shonen ou autres, c'est une thématique que j'apprécie. Et donc, forcément, un des premiers titres qui revient, c'est la courtisane d'Edo. On va avoir les codes du shoujo, donc je vais pouvoir me familiariser avec cette partie de type de manga puisque c'est ce que j'ai envie, et d'un autre côté, je vais pas être complètement dépaysée puisqu'il y a cette période que je connais déjà et donc j'arrive à plus facilement plonger dans cet univers. Donc dès que la réimpression arrive, je m'achète les 12 tomes de la série et je les engloutis. Notamment, je vous avais fait un petit marathon de lecture à l'époque sur la chaîne où j'avais littéralement gobé les 12 tomes en fait de la série parce que déjà j'avais trouvé ça génial, c'était vraiment un voyage en plein dans la culture japonaise mais avec quand même cette touche de légèreté et un peu plus fiction on va dire, et d'un autre côté j'avais juste adoré découvrir quelque chose que j'avais en fait tout simplement jamais lu d'une certaine manière parce qu'il y a des codes bien marqués, des tropes, des clichés, ce genre de choses que j'ai réussi à m'enlever un petit peu de la tête parce que moi je suis partie vers cette cible éditoriale avec beaucoup d'a priori et de préjugés. Et la courtisane d'Edo a été la première œuvre qui m'a permis de commencer à lever le voile sur tout ce qui est tous les préjugés que j'avais en fait. Si le lore du coup avait déjà bien réussi à me séduire, c'est vraiment la protagoniste qui m'a fait un coup de cœur tout simplement, déjà parce qu'elle était écrite avec une manière d'un point de vue très féminin, dans le sens où, alors voilà, comme je vous le disais, je suis quelqu'un qui a été biberonné au shonen. Je pense qu'il y a une certaine écriture dans les shonen de personnages féminins qui revient. Alors, le shonen est très vaste. Donc en fait, d'un manga à l'autre, ça va pas du tout être la même chose. Mais dans les plus mainstream, dans les neketsu, dit vulgairement neketsu, on a une certaine écriture qui revient et à laquelle je m'étais un peu habituée. Et donc, lire La courtisane d'Edo avec peut-être un point de vue plus féminin, qui abordait des thématiques plus féminines, dans lesquelles je pouvais plus m'identifier, ça a fait toute la diff. Ça a été un vent de fraîcheur, je me retrouvais face à une protagoniste qui avait une écriture intéressante, qui aussi avait ses défauts, mais qui avait aussi beaucoup de qualités. Donc en fait, très simplement, elle pouvait être naïve et bornée au possible, et des fois, oh là là, des fois tu souffles devant ce qu'elle fait. Et d'un autre côté, elle était aussi très courageuse, très audacieuse, et c'était quand même celle qui était au centre du récit. Donc tu avais de l'affection pour elle, tu avais un petit peu de... Parfois t'avais un peu de la peine pour elle, et des fois t'étais très heureuse pour elle. En fait, tout simplement, c'était un personnage à multiples facettes. Là où souvent, j'ai été habituée à des personnages féminins, et même parfois masculins, ne nous mentons pas, dans les shonen, un peu... qui ne brillent que par une seule chose, tu vois. Alors soit elles sont très très badass, soit c'est un petit peu la fille qui va être amoureuse du personnage principal et ça va s'arrêter là. Enfin, elles ont une caractéristique qui les définit et on s'arrête un peu là. Encore une fois, je généralise, je vulgarise pour que vous compreniez un peu l'idée. J'ai trouvé, en tout cas, dans La courtisane d'Edo, qu'on avait un personnage un peu plus réel. En fait, tout simplement, qui avait autant des trucs positifs que des trucs négatifs. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce manga. Iyo Sakisaka.
C'est un nom qui ne vous parle peut-être pas, mais c'est une autrice qui est à l'origine d'un des mangas de romance shoujo les plus populaires, Blue Spring Ride. Pourtant, c'est pour Strobe Age, une de ses premières œuvres, pour laquelle je me suis prise d'affection. J'ai adoré les tomes, d'ailleurs ils sont avec moi, j'ai vraiment surkiffé la série. Alors, pourtant, c'est un shoujo un peu rétro, un peu à l'ancienne, avec certains clichés qu'on revoit qui, à l'époque, quand j'étais jeune, m'ont un peu dérangé, me dérangeaient à l'époque. Aujourd'hui, je les vois complètement différemment parce que je les associe à un contexte, en fait. Je les associe à autre chose et pas juste à « oh, ça devrait être réel et réaliste et ça ne l'est pas ». Non, pas du tout. En fait, dans Strobe Age, ce qui m'a frappé, c'est la narration qui s'appuie essentiellement sur les sentiments et les émotions des personnages. Et ça, vous allez le voir, c'est quelque chose que j'ai appris à redécouvrir. Cette manière d'appuyer sur tout ce que ressent autant positivement que négativement nos protagonistes, ça m'a frappé, tellement c'était profond. On a une héroïne qui est également un petit peu naïve par moments, mais qui va vivre tout un tas de situations qui va la mettre dans des émotions en fait assez folles. C'est-à-dire que, évidemment, c'est encore un manga qui se passe à l'époque de l'adolescence, plutôt l'adolescence, puisqu'elle est plutôt au lycée. Et elle va parfois connaître des déceptions amoureuses. Donc on va vraiment mettre l'accent sur ce qu'elle ressent à ce moment-là, au moment où elle a de la peine, où elle est triste, mais en fait, il y a quelque chose de tellement réaliste parce qu'on dépeint que, oui, elle est triste, mais elle est tellement heureuse d'une certaine manière d'avoir pu être soulagée, de ne plus avoir ce poids sur son cœur et d'avoir pu dire ce qu'elle ressentait à la personne concernée. Il y a vraiment ce truc de on veut te montrer les sentiments et les émotions des personnages, mais en profondeur. On veut t'expliquer absolument tout ce qui se passe et tout passe par un regard, par un sourire, par le sentiment de gêne quand tu croises le regard de la personne que tu aimes. On a vraiment une explication en profondeur de ce que nos héros ressentent et c'est ça que j'ai adoré dans Strobe Age et vous allez voir par la suite, c'est quelque chose que j'associe beaucoup au shoujo maintenant. C'est vraiment cette étude, vraiment littéralement cette étude des sentiments, cette étude de l'émotion et de ce qui se cache derrière, de pourquoi ça arrive, de comment ça arrive, comment ça se manifeste. Et il y a plusieurs personnages dans ce récit qui vont vivre des situations un peu similaires mais qui vont pas le vivre de la même manière. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait la beauté et le charme de cette série. Yona, princesse de l'aube. Alors celui-ci, je l'attendais. Et je l'attendais énormément puisque c'est un shoujo qu'on m'a énormément recommandé et je voulais être prête à l'accueillir comme il se doit. J'arrive à un moment dans ma vie où j'ai commencé à relire du shoujo, à regarder du shoujo parce que j'en ai pas parlé mais j'ai également commencé à regarder Fruit Basket. Et j'arrive du coup dans une période où je suis prête à comprendre les clichés et les codes du shoujo, je suis prête à recevoir cette nouvelle culture en fait, tout simplement que je ne connais pas, que je découvre, et donc je suis prête à apprécier Yona dans toute sa globalité. Mais aussi, je pense que c'est important de le préciser, c'est une œuvre que je ne découvre pas seule, puisque à ce moment-là, je découvre Yona avec mon mari. Mon mari qui est limite plus enjoué que moi à l'idée de découvrir Yona. C'est assez ouf, je vous l'accorde, mais vraiment, il adore le style graphique, il adore les covers, il trouve que les personnages sont vachement intéressants, et on commence à lire tous les deux Yona, et c'est vraiment le coup de foudre. Autant pour lui que pour moi, parfois plus pour lui, je pense, parce que des fois, il m'en parle, je me dis, mais ah ouais, t'as autant accroché à Yona, c'est ouf. Et là, dans Yona, ce qui m'a réellement plu, au-delà du fait qu'on dit souvent que c'est un kingdom au féminin, ce que je trouve est juste pour certaines choses, eh ben, c'est surtout qu'on retrouve tout ce que j'aime maintenant dans le shoujo, c'est-à-dire le fait d'étudier les sentiments en profondeur et les émotions. Il va arriver des choses pas très cool à notre princesse, qui va en fait petit à petit évoluer dans sa personnalité. Elle va être cette petite princesse un peu
chiante, annoying, tu vois, c'est celle, des fois t'as envie de lui mettre des baffes parce que au bout d'un moment elle est vraiment dans sa bulle et elle comprend pas trop ce qui se passe et tu as envie de la réveiller et de lui dire meuf, ça se passe pas comme ça la vie. Et en fait très vite, on entame un changement de personnalité, un développement de personnalité où par rapport à ce qu'elle va vivre, elle va commencer à évoluer sur certaines choses. Elle va plus être cette petite princesse un peu annoying qu'on n'appréciait pas, qu'on voulait taper, tu vois, qu'on voulait lui mettre une claque. Et petit à petit, elle va devenir beaucoup plus, en fait, consciente de ce qui se passe autour d'elle. Et elle va petit à petit avoir une volonté propre, avoir des véritables souhaits pour elle, pour son royaume, et va vouloir en découdre, tout simplement. Elle va devenir cette princesse guerrière. Et ce truc-là, vraiment, au-delà de l'écriture que je trouve vraiment très très juste de Yona, c'est tout simplement pour une jeune fille, c'est un personnage qui est extrêmement motivant, extrêmement inspirant. Yona, c'est une figure inspirante. Et je pense que si j'avais découvert Yona à l'époque où j'ai découvert Killary, c'est probablement une œuvre en fait qui m'aurait donné un autre aspect du shoujo, je pense. Ensuite, on passe à Mars. Avec Mars, je plonge dans le rétro shoujo. On est vraiment sur un manga qui est sorti en 96, qui a vraiment, qui est en fait à remettre dans son contexte aussi d'époque de sortie, et c'est probablement un des shoujo qui pour l'instant m'a le plus touchée, même si ils ont tous eu une portée particulière dans mon cœur, tu vois, parce que je redécouvre complètement un pan de la culture manga, mais Mars, waouh, juste waouh. J'ai été absolument emportée par la poésie que nous dépeint dans Mars Fuyumi Soryo. À travers cette œuvre, elle aborde en fait des thématiques que je n'ai jamais vues dans un manga. On va aussi aborder des thématiques un peu plus attrait à l'adolescence, aussi ce truc de comment trouver sa place dans la société, tu vois, au lycée, c'est aussi un moment où tu te découvres, où tu te cherches, où tu essayes de trouver qui tu es, ta personnalité. On aborde vraiment tellement plus en profondeur, là vraiment on va à fond dans ces thématiques, on va à fond dans ce qui concerne l'adolescence, dans ce qui concerne le lycée, cette période-là, et même si j'ai dépassé ce moment-là de ma vie, je me suis totalement reconnue dedans. Je me suis totalement reconnue et identifiée dans les personnages qu'elle créait. Mais il y a quelque chose de très concernant dans ce manga. C'est-à-dire qu'elle te parle directement à toi, lecteur. Elle s'adresse à toi, en fait. Elle te dit ce genre de situation, elle existe et peut-être qu'on l'a trop banalisée. Mais aujourd'hui, il faut pas faire comme ça, tu vois. En fait, moi, j'ai trouvé que Mars, c'était une leçon de vie. Alors évidemment il y a une romance et une grosse partie du manga c'est de la romance et aussi les joies et les peines que nos personnages vont traverser, mais moi j'ai vécu Mars comme une leçon de vie, tout simplement. Et je reviens à ça, puisque ça va être la dernière œuvre dont on va parler. Ce que ont en commun ces plusieurs shoujo que j'ai pu lire, c'est réellement le développement des sentiments, des émotions, de tout ce que peut ressentir nos personnages. C'est ça le point fort du shoujo. Alors jusqu'ici, si je devais répondre à la question « Que préférez-vous dans le shoujo ?», c'est ça que je vous répondrais. La justesse des émotions transmises, la justesse de l'écriture des comportements, à la fois bons et à la fois mauvais. On n'a pas ce truc de vouloir cacher tout ce qui est mauvais comportement. On préfère le montrer dans sa forme la plus simple et la plus honnête, sincère, et montrer par A ou par B, par un contexte, par une discussion, par une relation qui évolue, que c'est problématique, ou que ça ne l'est pas, ou que c'est un bon comportement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on montre tout ce qui se passe, on montre les bons côtés et les mauvais côtés, et par la justesse d'écriture, des sentiments, des émotions et de vraiment ce que vont ressentir nos personnages, on va pouvoir s'y identifier et comprendre si la situation est plutôt positive et a un bon impact ou un mauvais impact. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une leçon de vie aussi. C'est que vraiment, on met tellement l'accent sur cette partie-là, cet aspect-là du manga, que tu ne peux que retenir ce truc-là, tu vois. Tu ne peux que retenir ce « Ok, là, je viens de déclencher un truc, d'avoir un petit déclic. » C'est vraiment comme ça que j'interprète. En fait, le fameux réalisme que je cherchais désespérément dans Killary, il se trouvait, je pense, et avec le recul, je le vois mieux, il se trouvait, je pense, dans cette partie-là, dans ce truc de ok, elle va vivre des trucs incroyables, elle va avoir une vie super et tout, mais en fait, de mémoire, Killary n'est pas tout le temps heureuse.
qu'Hilary des fois se pose un tas de questions, qu'Hilary a des doutes, qu'Hilary parfois est très heureuse de ce qui lui arrive, mais après va déchanter en réalisant que c'est pas aussi simple, que la vie n'est pas aussi facile, qu'Hilary est un peu le béguin pour deux garçons différents, ne sait pas trop pour lequel en fait elle préfère et en fait c'est ça le plus important je pense et ce à quoi je suis passée à côté quand j'étais jeune et qui aujourd'hui me touche plus et à laquelle je suis plus sensible, c'est tous ces doutes, ces questionnements, parfois les joies, parfois les peines et tout ce qui fait un humain, ses sentiments, ses émotions. Voilà. Et l'écriture des shoujo met vraiment en avant ça et je pense, met un point d'honneur, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, met un point d'honneur à retranscrire le plus fidèlement possible, le plus vraiment authentiquement possible ce genre de détails qui dans d'autres mangas, notamment shonen par exemple, sont beaucoup moins poussés, beaucoup plus secondaires. Encore une fois, je le rappelle, c'est qu'une question de cible éditoriale. Dans le shoujo, il y a une variété monstre de thématiques abordées, de mangas, de protagonistes, et c'est de même dans le shonen, c'est de même dans le seinen, mais c'est vrai qu'il y a certains codes qu'on peut relier entre shoujo, qu'on peut relier entre shonen, des codes qui reviennent, des marqueurs à la fois de l'époque, à la fois des magazines dans lesquels ils sont publiés. Et pour moi, le marqueur qui revient le plus dans les shoujo, c'est tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui à travers ces différentes œuvres, des œuvres que je vous invite à découvrir. Franchement, que vous soyez fan de shoujo ou non, que vous soyez dans cette culture ou non, que vous ayez envie d'en découvrir, pour moi, c'est des œuvres qui peut-être vous aideront à changer un peu de perception sur le sujet et qui vraiment ont tellement de qualité et qui peuvent vraiment faire réfléchir, en fait. Et ça a été vraiment une superbe expérience que de sortir de ma zone de confort qui était le shonen. Et même dans le shonen, je tiens à le préciser, dans le shonen, parce que moi j'ai été biberonnée au shonen dit Neketsu, hein, donc les Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, ce genre de choses, mais rien que dans le shonen, il y a tellement de thématiques à aborder, à découvrir, que je ne connais pas encore. Mais voilà, je trouve que le shoujo a beaucoup plus de marqueurs, qu'on peut le plus les identifier. Non, le shoujo, ce n'est pas que de la romance, même si ça en fait partie. Comme dans le shonen, il y a également de la romance, et il y en a partout, c'est comme ça. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi qu'elle va pas trop être mal interprétée, parce que je sais que quand on parle de cible éditoriale, c'est toujours un petit peu compliqué, parce que la cible éditoriale ne dépend que du magazine dans lequel le manga va être prépublié, mais c'est vrai qu'en France, on a vraiment une perception un peu différente sur certains sujets. Je sais que certains disent que la cible éditoriale ne sert à rien, n'a aucun sens, et qu'en vrai, on devrait les anéantir complètement, et d'autres qui disent que non, un shoujo c'est un shoujo, un shonen c'est un shonen, et je suis un peu le cul entre deux chaises là-dessus, et je pense que voilà, je vous développerai tout ça dans une autre vidéo. En attendant, je vous mets tous les liens du club shoujo et de cette semaine shoujo. Merci encore à eux d'avoir pensé à moi, c'était vraiment super cool, sachant que je suis pas quelqu'un qui parle de shoujo au quotidien dans ma chaîne YouTube tout simplement, et j'ai une expérience un peu différente, je pense, à partager. Donc merci à eux, c'était une super vidéo, moi j'ai kiffé la faire, vous raconter un peu ma vie évidemment, j'adore ça, et j'espère évidemment qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.